Donc, je suis bien heureux d'être ici. Merci beaucoup, Suzanne, et merci au comité organisateur pour cette invitation. Je vais vous présenter des projets intéressants qui ont à voir. Le titre que vous avez donné est un peu long, donc j'ai changé le titre. Et le titre court, c'est « Améliorer l'expérience patient et les résultats pour la santé ». C'est une collaborative qu'on appelle IP Hawk lorsqu'on a nos téléconférences hebdomadaires. Le projet, c'est une question d'engager ou d'impliquer les patients, mais de regarder aussi la gestion des symptômes et de trouver une façon de faire ça de façon efficace, de façon à aider les patients et l'équipe de soins de santé à réagir plus rapidement et à avoir la conversation plus rapidement. Je vais vous donner un peu de contexte et ensuite je vais vous montrer une petite vidéo et je vais vous donner un survol de ce qu'on fait. C'est un projet qui est très complexe avec le Rossi Cancer Network, les 3 hôpitaux, le CHUM, 3 hôpitaux en Ontario, y compris Princess Margaret, et les Premières Nations, les Inuits et les Métis. Donc, le partenariat canadien contre le cancer finance ça et je vous dis qu'ils en ont pour leur argent. Donc, le Rossi Cancer Network, brièvement, c'est une collaboration entre 3 hôpitaux de McGill et la faculté de médecine et c'est financé par la famille Rossi sur 10 ans pour améliorer la qualité de la cancérologie offerte à la population desservie par les centres hospitaliers universitaires de McGill. Mais les choses changent très rapidement, comme vous le savez. La vision, c'est d'ici les 10 prochaines années de faire du réseau de cancérologie Rossi une organisation de tout premier ordre dont les résultats en matière de survie au cancer, de mortalité et de satisfaction des patients sont égaux ou meilleurs que ceux de centres internationaux les plus réputés en soins de cancérologie. Donc, nous savons que le stress est un gros problème auprès de nos patients atteints de cancer. Et les résultats de bien des sondages EOPS partout au Canada et au niveau local indiquent que la dimension... Est-ce que ça pointe ça également? Oui. Désolé. Bon. Alors, les résultats, vous pouvez voir, j'espère que vous pouvez voir celui qui est encerclé, là, c'est que de toutes les mesures, de toutes les choses qu'on mesure en termes de satisfaction des patients, le soutien émotionnel est celle qui a obtenu le score de satisfaction le plus faible de tous les sites. Et ça, c'est comparable à ce qu'on peut voir au niveau national également. Bon, j'ai des problèmes technologiques. Si je pourrais vous dire ce que j'ai fait au dîner. Donc, le projet, comme j'ai dit, est financé par le partenariat contre le cancer canadien. C'est un projet sur 3 ans donc, il y a 15 projets à l'échelle du pays. Et nous, notre projet, comme j'ai dit, comprend les centres de cancérologie au Québec et en Ontario. Et l'objectif, c'est d'avoir un projet durable. Ça fait 1 an et demi qu'on a commencé le projet et on regarde déjà la durabilité. Alors, on veut avoir élaborer un système de mesures normalisées et durables centré sur le patient afin d'améliorer l'expérience patient en oncologie dans l'ensemble du Canada. Donc, il était supposé y avoir une acétate. Bon, je pense qu'on l'a sorti. Est-ce que vous pouvez montrer la vidéo maintenant? J'ai une courte vidéo. Je pense que ça va bien décrire ce qu'on essaie de faire. Et ça, c'est un représentant des patients de Sudbury qui est venu nous parler lors d'un de nos ateliers à Montréal au mois de mars. Et je pense que vous allez bien comprendre le message dans cette vidéo. En tant que clinicien, vous avez beaucoup d'expérience, vous avez beaucoup de connaissances et un accès à des ressources, du personnel et tout ça, pour diminuer et gérer les symptômes de vos patients. Mais, même si c'est très rassurant pour les gens qui sont des patients, comme moi-même, que vous avez toutes ces belles connaissances, la responsabilité nous revient en tant que patients
de s'engager activement et de vous dire qu'est-ce qui nous cause la détresse, qu'est-ce qui nous fait mal, qu'est-ce qui nous prévient, qu'est-ce qui nous empêche de bien se sentir en dépit de notre diagnostic de cancer. Mais il y a un problème, par contre. On est malade, on est fatigué, on est dépassé, on oublie les choses, on est incertain, on est frustré. Nos symptômes peuvent être intermittents. Puis des fois, on ne sait pas si c'est juste une question de vieillissement ou si c'est un symptôme. On ne veut pas déranger le médecin ou être vu comme quelqu'un qui fait juste se plaindre. On veut nier nos symptômes. On se met la tête, on joue à l'autruche. Si on ne dit pas à voix élevée, ça n'existe pas. On est gêné d'être faible. Ou on est tellement déprimé qu'on s'en fiche un peu, ou bien on est paralysé et on ne peut agir. On s'habitue aux symptômes et on pense que c'est normal. Ou bien, on ne veut pas vous dire à quel point c'est terrible parce qu'on protège les aidants dans notre vie, parce qu'on ne veut pas qu'ils s'inquiètent, etc., etc., etc. Et c'est pour ça que ça nous prend un outil compréhensif qui va nous aider à accéder au soutien et aux soins que vous êtes prêts à nous offrir. Ça normalise également l'idée de parler de nos symptômes. Ça devient normal. Ce n'est pas seulement quelque chose qu'on laisse de côté. Un soin holistique, ça veut dire regarder mon bien-être physique et émotionnel. Ça veut dire explorer comment je gère ces symptômes et comment je gère mon diagnostic. Ça veut dire vous devez me regarder et m'entendre. Moi, la personne physique devant vous, et l'invisible moi, le côté émotionnel, le côté mental qui est devant vous. Les outils de dépistage aident à donner à vos patients une voix. Et ça pourra vous aider à soigner ces patients. Donc, c'est nous qui devons vous dire comment on se sent, mais vous devez nous aider à mieux nous sentir. On ne peut pas nier ça. Et ça nous prend une façon efficace de communiquer. Donc, je crois que... Je pense que c'était la façon la plus concise et claire de faire passer ce message-là. Et je l'écoute encore et je suis toujours surpris. Ça fait partie d'une présentation qui est un peu plus longue qu'elle nous a présentée, mais je pense que ça démontre vraiment ce que M. Hutchinson a dit ce matin, c'est la communication. Et je pense que ça nous a poussé jusqu'à un certain point. C'est une des patientes avec qui on travaille. Il y en a 4 autres dans le réseau, des aidants et des patients qui sont impliqués depuis le tout début dans ce projet et qui continuent d'être impliqués dans notre conseil consultatif à des niveaux différents, afin de nous aider à créer nos outils et nos documents. Et on les remercie de leur contribution. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'on fait, c'est que on crée des outils de dépistage, le ISSR. Vous le connaissez peut-être. Alors, c'est un outil de dépistage de 10 symptômes et ils sont intégrés à l'interaction clinique et les résultats rapportés par le patient. On veut examiner les symptômes de dépression, le GAD-7 qui regarde les symptômes d'anxiété, le questionnaire concis sur la douleur et la fatigue. Le dépistage est utilisé depuis très longtemps, mais ce n'est pas assez pour avoir des soins axés sur la personne. Le dépistage seul ne fait rien. Ça souligne quelque chose, mais si on ne fait rien avec, mais c'est inutile. C'est une perte de temps et d'effort. Donc, une réponse coordonnée à la détresse fondée sur des données probantes doit être mise en œuvre de manière systématique et planifiée. C'est le message que vous avez entendu et c'est là-dessus qu'on travaille avec nos collègues de l'Ontario. Donc, l'idée, c'est de faire un dépistage, de faire un examen des résultats en temps réel, de faire une intervention et ensuite de faire un suivi pour voir si notre intervention a eu un impact. Ce projet, on vient de débuter, c'est un projet pilote dans 3 hôpitaux. Ici, à Montréal, dans le réseau Rossi. On a débuté à St. Mary's. Ensuite, on a commencé à l'hôpital général juif la semaine passée.
Et j'espère commencer ici au CHUM. J'ai entendu le Dr Buron parler plus tôt. Il a parlé du fait qu'on doit faire ces choses-là en temps réel et par voie électronique. Et je pense qu'ici, on a un outil qu'on pourrait utiliser. On l'a mis en œuvre en temps réel. On a plusieurs défis, croyez-moi. C'est pas très simple. On se sert de iPad et de technologies à écran tactile qui sont liées à un serveur. Alors, les patients peuvent entrer leurs données. Ils peuvent prendre des rendez-vous à la clinique. Ils complètent ici l'outil DART qu'on a eu de l'hôpital Princess Margaret qui leur montre le ESAS. Et ensuite, on va, si c'est nécessaire, bien, ils vont avoir d'autres questions. Alors, ils ne vont pas avoir tous les questionnaires à chaque fois. Ils vont seulement faire le ESAS et l'inventaire social une fois aux 3 semaines, si nécessaire. Et ensuite, on va s'en servir comme outil de dépistage de la détresse. Et une fois que le patient complète cela, les résultats sont imprimés automatiquement et résumés. Qui va de façon à nous montrer, de façon à continue, comment le patient s'en sert dans le ESAS du côté gauche, sur l'échelle des symptômes et aussi s'ils ont complété le côté sur la douleur, la fatigue, la détresse émotionnelle. On va voir ça également. Donc, ça, c'est une saisie d'écran sur 5 ou 6 sessions. Vu qu'on vient de débuter, on n'a pas encore ça, mais c'est à ça que ça va ressembler, le rapport qu'on va obtenir. Ces données, le patient va prendre ça ou l'infirmière va le prendre, va aller chercher de l'imprimante et on espère qu'en bout de ligne, ça va aller directement dans le dossier médical électronique. On n'a pas encore cette technologie, mais l'infirmière peut lire ce graphique. On a dépisté une centaine de patients jusqu'à présent et à date, ça a été très, très encourageant. Les patients aiment bien ça, même les très âgés et ceux qui sont très malades. Et on a eu de bons commentaires, des commentaires positifs. Et ce qu'on fait, évidemment, ça, c'est un diagramme. Bon, alors, le patient s'identifie, ils ont une introduction, il faut qu'il signe le consentement. Et ensuite, il y a un algorithme pour à quelle fréquence ils vont être mesurés sur chaque échelle. Il y a un facteur de temps. Si le patient est vu 2 fois par semaine pour leur douleur, ils vont seulement remplir ça une fois. Alors, il y a des algorithmes qui sont liés au score du patient. Et bien sûr, ensuite, on réagit instantanément. Et on peut référer le patient immédiatement. Nos patients ont été impliqués à tous les niveaux, comme j'ai dit. Ça, c'est le document d'introduction qu'on donne aux patients. Et je dois vous dire que ça ne ressemblait pas à ça il y a environ 1 mois ou 6 semaines. Ça a été créé à Toronto. Notre représentant des patients, ici, il l'a regardé puis il a dit non, ça ne va pas fonctionner. Il y avait quelque chose qui clochait. Elle l'a retravaillé avec des collègues. Et elle a vraiment créé un format qui était très accessible, beaucoup plus convivial que ce qu'on avait au début. Donc, il y a des outils de rappel. En bas à droite, c'est un rappel concernant le projet. Donc, c'est une approche participative. Comme je vous ai dit, les patients sont impliqués. Ils sont dans des groupes de travail sur l'éducation des patients. On a élaboré une brochure et une vidéo. Et si je pouvais, j'ai des vidéos, si je pouvais les télécharger sur mon téléphone, je le ferais. Alors, des vidéos de 2 minutes avec pour les patients et les cliniciens, et ça les aide à en apprendre plus sur comment interpréter les données, comment se servir des données et comment aller de l'avant. On a un coordonnateur de prise en charge des symptômes pour former les patients. La durabilité ne devrait pas être trop difficile. Ça va probablement pas être si coûteux que ça parce que tous les équipements et les logiciels ont été intégrés et conçus. Et une fois qu'on aura terminé et qu'on n'aura plus d'argent, mais ça ne devrait pas coûter trop cher pour aller de l'avant avec ce projet. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? On essaie de changer la conversation. Changer la conversation, comme la patiente a dit dans la vidéo, en temps réel, afin de faciliter la personnalisation des soins, l'évaluation des symptômes. Donc,
Au lieu d'avoir le médecin qui nous dit, bon, comment ça va aujourd'hui? Et la patiente est frustrée, puis elle ne sait pas exactement ce qu'elle veut dire au médecin, mais il y a déjà un résumé qui décrit les problèmes. Et même si tous les chiffres sont peu élevés et que la cote est très peu élevée, on peut quand même dire, est-ce que c'est correct? Est-ce que ça représente vraiment comment vous vous sentez aujourd'hui? Ça prend 2 secondes de faire cette vérification. On dirait que ça va prendre beaucoup de temps. Nos cliniciens s'inquiétaient un petit peu que ça allait prendre beaucoup de temps. Ils ont dit, on n'a pas le temps pour ça, etc., etc. Et ce sont des raisons valides. On sait que les cliniques sont très occupées, mais en bout de ligne, les études démontrent que ça diminue le temps de conversation parce qu'on se concentre. Il me reste quoi, 10 minutes? Bon, je vais ralentir parce que j'ai presque terminé. Tout le monde va bien? Bon. Donc, comme Doris, ma collègue brillante à Toronto et mes autres collègues, comme elle a écrit, le rôle de la personnalisation peut être facilité de cette façon-là en temps réel. Et le rôle qu'on a, c'est de personnaliser les soins psychosociaux et des soins de soutien. Ce n'est pas encore pleinement pris en compte. Alors, il faut activer le patient, lui donner des outils. Je n'ai pas le temps de vous parler de toutes les choses, tous les outils qu'on a créés. On a créé des mesures pré et post. Ce n'est pas une étude de recherche en tant que telle, mais l'objectif, c'est de changer la conversation et d'aider nos patients. Bon, ça, c'est pour vous donner la nausée un petit peu. Alors, quels sont nos résultats attendus? On vient de débuter il y a quelques semaines. Si vous m'invitez l'année prochaine, Susan, je serai heureux de revenir et on aura des données pour vous. Les résultats attendus, les résultats immédiats, c'est de réduire la gravité des symptômes et la détresse parce que ça va être plus ciblé et on va évaluer de façon plus systématique. On veut accroître la communication centrée sur la personne et le travail d'équipe. On veut voir comment, quel impact ça peut avoir sur l'équipe. Et l'échelle sera complétée par l'équipe de soins de santé. Et l'objectif, c'est d'améliorer ou de favoriser l'activation du patient. Et tout ça, c'est dans le but d'améliorer les résultats pour le patient à moyen terme. Et à long terme, comme j'ai dit au tout début, c'est de se servir de toutes ces informations pour normaliser l'utilisation des RRP parmi les populations de patients ayant le cancer et réduire les taux de patients ayant besoin de soins d'urgence parce qu'on va gérer les symptômes de façon plus ponctuelle. Il y a des milliers de gens à remercier. J'ai ma gestionnaire de programme, la coordonnatrice des symptômes, Ashley, qui sont ici, toutes les infirmières, les infirmiers, les médecins ici à cet hôpital et dans les autres hôpitaux. Ils ont été tellement aidants. On a travaillé avec eux depuis le début d'une façon très collaborative. Et tout ça, ça a été un processus d'engagement au niveau du patient, mais aussi au niveau de l'équipe de soins de santé. C'est les patients et les médecins qui ont vraiment conçu le formulaire. Ça a l'air compliqué, mais c'est ce qu'ils voulaient. Moi, j'aurais simplifié les choses, mais ils ont dit non, on veut toutes ces informations. C'était très important pour eux d'avoir cette collaboration. Et cette collaboration est en continu. L'autre preuve, les autres données probantes que j'ai pour vous, je viens de faire un test avec Adriana. Je lui ai demandé comment les choses se sont déroulées au cours des dernières semaines et elle a dit les patients s'engagent bien, s'impliquent bien. Et certains des médecins qui hésitaient au début, lorsqu'ils voient ce qui se passe, ils veulent monter à bord, ils veulent adopter le programme. Donc, c'est très excitant et on espère diffuser ce programme partout dans le système de cancérologie au cours des 18 prochains mois. Merci beaucoup.